Le Grand Direct, et on évoque ce soir la mémoire de celui qui est considéré comme le père fondateur d'Israël, David Ben Gourion, dont on célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la disparition selon le calendrier hébraïque, puisque d'ailleurs le Conseil des ministres de Benjamin Netanyahou a eu lieu aujourd'hui dans le village de Sde-Boker. Bonsoir Alain Michel. Bonsoir. Vous êtes historien. Sde-Boker, c'est le village, l'endroit, le kibbutz où Ben Gourion a fini sa vie, c'est ça? Oui, oui, il avait même pris une première pré-retraite avant de revenir au gouvernement, mais ça faisait partie de cette vision de Ben Gourion de dire que tout Israël doit être développé et donc le Negev c'est le futur de l'État. Il avait comme ça une perspective extrêmement intéressante sur ce qu'on pouvait faire et d'ailleurs il a eu raison en partie puisqu'on voit l'apport très grand aujourd'hui qu'a le Negev et je pense que ça ira de plus en plus. Alors justement, on va essayer de voir un petit peu quelles ont été les visions, les grandes décisions prises par Ben Gourion tout au long de sa vie et celles que, essaient de perpétuer aujourd'hui les dirigeants israéliens. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Ben Gourion est encore une influence dans la vie politique israélienne et dans les décisions que prennent les dirigeants, à commencer par Benjamin Netanyahou, évidemment? Écoutez, je pense que sur le plan intérieur, il est quelqu'un qui peut être contesté par une partie de la classe politique. Sur le plan de la vision générale des intérêts d'Israël et du fait que finalement, si on ne prend pas nous-mêmes en charge notre sort, personne ne s'en occupera. Je pense que c'est quelque chose qu'il a posé dès le départ, à la limite peut-être même avant qu'il arrive en Palestine turque à l'époque, et qui a vraiment non seulement marqué les esprits, mais je pense orienté très fortement la conception de la politique étrangère d'Israël. C'est-à-dire qu'il était toujours peut-être baigné dans un contexte quand il était plus jeune, que Israël finalement serait entouré d'ennemis et que faut compter que sur soi-même pour se défendre. C'est un peu je pense que le concept n'est pas que Israël est entouré d'ennemis, il est que les Juifs à travers l'histoire finalement ont été les objets de l'histoire et que ce que fait le sionisme, il est d'abord et avant tout un sioniste, c'est casser cela, c'est faire que tout d'un coup les Juifs redeviennent acteurs de leur propre histoire. Ils poussent cette logique jusqu'au bout en disant si on veut être acteur, ça veut dire que c'est nous qui décidons. Bien sûr, il y a des impondérables dont il faut tenir compte, mais c'est quand même la décision, c'est la nôtre et on ne peut pas laisser les autres nous imposer leur vision. Ouais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Benjamin Netanyahou, par exemple, sur l'Iran, dit attention, si la communauté internationale ne prend pas les bonnes décisions, nous irons peut-être bombarder nous-mêmes. C'est un peu dans la lignée de ce qu'aurait fait Oui, alors Ben Gourion. j'ai trouvé une citation justement dans le livre de Simi Epstein sur 1930, où il décrit le peuple juif en 1930. Voilà ce que déclare Ben Gourion dans un congrès: nous ne confierons notre sécurité à aucune négociation diplomatique, mais seulement à nous-mêmes, à notre aptitude à combattre. On a l'impression que ça a été dit hier. Voilà, c'est ce qu'aurait pu dire Benjamin Netanyahou, effectivement, aux négociateurs de Genève. Alors, on va revenir sur le parcours quand même de cet homme qui a eu évidemment une histoire assez incroyable, comme beaucoup d'immigrants de l'époque. C'est-à-dire qu'il est venu en Palestine bien avant, évidemment, les événements qui ont suivi la guerre. Lui était là très jeune, très tôt. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir d'abord et à quitter sa Pologne natale? Alors, il naît à Plansk, dans une ville d'abord où il y a une influence du sionisme importante, et en plus dans une famille qui est sioniste. Mais une famille qui est, vous savez, il y a deux types de sionistes. Il y a ceux qui sont les sionistes théoriques et il y a les sionistes réalisateurs. Donc son père a toute sa vie animé le sionisme, l'enseignement de l'hébreu, etc. Mais c'était pour y envoyer les autres. Et lui décide de rompre avec ça et de dire pas du tout, le sionisme, c'est venir ici et contre même l'avis de son père. Donc quand il a 19 ans, il fait son alia, donc il vient s'installer ici avec plusieurs camarades. Et c'est quelque chose qui a pour lui, je dirais pas non, était un tournant, mais c'était l'aboutissement de toute une préparation qu'il avait déjà fait dans les années précédentes. Là-dessus, je pense qu'il faut rajouter le fait qu'il était un orateur né
Et donc, très rapidement, il se dirige d'abord vers le journalisme et du journalisme vers la politique. Hein. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec Yair Lapid aujourd'hui, c'est des choses qui se font souvent. Et comme il est un très grand orateur, alors il devient, et puis en plus il est quelqu'un d'intelligent, il est quelqu'un qui a des idées, qui a des propositions, et en même temps qui restera toujours aussi quelqu'un du réel politique. C'est-à-dire, il a de grandes utopies, on l'a dit, par rapport au Negev, mais en même temps, lorsqu'il faut prendre des décisions, il regarde ce qui est possible et non pas ce qu'on voudrait. Donc c'est aussi une partie de son tempérament. Alors c'est lui qui a proclamé évidemment l'État d'Israël, ce qui est évidemment qui en fait le père fondateur. Est-ce que dans l'époque, c'était un personnage qui était bien vu par la communauté internationale? Quelles étaient ses relations justement avec les autres dirigeants de l'époque? Dans les relations personnelles, il a réussi en général à établir des très bons contacts. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charme, Ben Gurion, sauf quand il détestait, comme par exemple Menachem Begin, donc avec qui il n'adressait pas la parole. Vous savez d'ailleurs que quand il voulait parler de lui, il disait le député qui est à la droite de tel autre député. Donc s'il aimait vraiment pas quelqu'un, ça n'allait pas, mais par contre, dès que le lien se faisait, la chimie se faisait, on voit ça par exemple avec De Gaulle. Très intéressant que quelques années avant la rupture entre la France et Israël, au moment de la guerre de 67, eh bien, quand Ben Gurion vient au début des années 60 à Paris, il y a le tout petit bonhomme et le grand chef d'État. Et ils ont un excellent contact parce que je pense que tous les deux se retrouvent justement sur cette idée de l'indépendance nationale, de la vue au-delà du quotidien. Donc ils avaient beaucoup de choses en commun. Alors il faut rappeler quand même que Ben Gurion, on parlait tout à l'heure de son départ pour la Palestine à l'époque et donc pour créer l'État d'Israël, contrairement à une idée reçue qui veut qu'on quittait l'Europe de l'Est parce qu'on y souffrait de l'antisémitisme, ce n'est pas son cas. C'est pas son cas. Alors il est minoritaire, hein, je dirais, par rapport aux gens qui arrivent à l'époque, mais à Plonsk, de manière étrange, il y a pratiquement pas d'antisémitisme, entre autres grâce à la famille Green, donc c'est son nom de départ, ainsi qu'à d'autres gens autour d'eux qui ont formé une milice juive, et puis dès qu'il y a quelque chose qui s'agite, ils débarquent, ils donnent 3 claques, et les choses passent comme ça, parce que c'est aussi quelqu'un qui sait se battre, et donc ça complète un petit peu, si vous voulez, l'image du personnage, s'il faut y aller, il ne va pas hésiter. Mais c'est un sionisme qu'on appelle quoi? Positif, c'est-à-dire qu'on vient en Israël, non pas parce qu'on fuit quelque chose, mais parce qu'on veut. Alors, de toute façon, toute une partie de cette génération de l'époque, ce sont des gens qui sont en général des intellectuels et qui marient justement cette recherche intellectuelle de l'avenir du peuple juif, de l'importance de la terre, avec la construction réelle. Et j'ai lu que quelqu'un... Non, pardon, c'est plus que ça, c'est Pérez qui a dit ça ce matin, justement, sur la tombe de Ben Gurion, que l'histoire avait fait un cadeau extraordinaire au peuple juif en faisant en sorte que cette personnalité existe exactement au bon moment et au bon endroit pour faire ce qu'il y avait besoin de faire, parce que sans Ben Gurion qui en permanence poussait les choses vers la construction de l'État, et tout finalement dans sa perspective était en fonction de cet ordre de priorité, ce qui fait d'ailleurs qu'on lui reproche par exemple aujourd'hui de ne pas s'être préoccupé suffisamment des victimes de la Shoah pendant la Shoah elle-même, mais parce que il disait tout argent qu'on va investir pour éventuellement sauver 3 familles, etc., on pourrait l'investir beaucoup mieux pour créer une nouvelle implantation, développer le Yishuv, la présence juive ici. Donc il avait vraiment, c'était presque une idée fixe, mais c'est lui qui a un peu créé à l'arraché, on pourrait presque dire, les conditions qui permettent la création de l'État d'Israël. Et ça, on peut après contester ses manières d'être, son mépris parfois pour la démocratie, sa façon de manipuler aussi. Ça lui restera. Je pense qu'il y a une espèce d'axe comme ça, Herzl, Ben Gurion, qui fait que sans l'un et sans l'autre, je ne suis pas sûr que l'État d'Israël aurait pu voir vraiment l'existence. Est-ce que vous diriez que c'était un va-t-en-guerre, comme on peut le dire? Est-ce que c'était un homme d'État qui avait une vision peut-être un peu trop belliciste ou pas? Non, ça
c'est la différence peut-être avec Jabotinsky, par exemple, qui Jabotinsky ne voit comme solution que le combat permanent. Il faut être en permanence armé parce que si on baisse la guerre. Lui est persuadé qu'on peut arriver à des compromis. Alors, il n'est pas persuadé qu'on peut arriver directement à des compromis avec la population, mais en tout cas avec les dirigeants arabes. Parce qu'il y a des intérêts autour. C'est pas pour rien si à la veille de l'indépendance, il envoie Golda Meir en Jordanie pour discuter avec le roi Abdallah, pour essayer de voir si on peut négocier la non-intervention de la Jordanie. Donc, il n'est pas quelqu'un qui pense qu'il faut faire la guerre à tout prix, mais s'il n'y a pas de choix, alors il faut la faire et il faut surtout la faire bien. Ouais. Alors, on commémore aujourd'hui, et ça ce sont les hasards également du calendrier, mais ce sont deux événements historiques. Aussi, la nuit de cristal en Allemagne, on voit qu'il y a une résurgence que dénoncent certains de l'antisémitisme aujourd'hui. Est-ce que justement le fait que Ben Gourion, lui, n'ait pas vraiment tenu compte, vous le disiez tout à l'heure, un petit peu peut-être suffisamment des victimes de la Shoah, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que ce qu'on fait en Allemagne avec la nuit de cristal, c'est un événement qui justement mérite d'être suffisamment souligné parce qu'il est lui aussi annonciateur de la catastrophe qui va suivre? Alors, c'est un peu un problème, il nous faudrait peut-être plus de temps, mais la nuit de cristal, fondamentalement, du point de vue des nazis, c'est une erreur d'aiguillage, une erreur de programmation. Et ils vont en tirer justement des conclusions de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en Allemagne. C'est pour ça, entre autres, que quand ils vont décider d'éliminer physiquement les juifs allemands, ils les enverront à l'extérieur. Donc la nuit de cristal, elle est bien sûr une aggravation qui était déjà inscrite dans les faits, parce que l'année 1938 est une année terrible pour les juifs, mais c'est en même temps pas le modèle définitif. Les nazis ne savent pas encore trop bien à ce moment-là ce qu'ils veulent faire. Et il n'y a pas suffisamment peut-être aussi cette idée du sionisme en Allemagne à l'époque qui enverrait peut-être les juifs, qui leur dirait il faut partir, il ne faut pas rester. Mais vous savez, quand les Juifs commencent à se rendre compte qu'il faut partir, ils n'ont plus les moyens de partir, puisque notamment les Britanniques ferment de plus en plus les accès, les autres pays sont également fermés. Il y a un fort mouvement sioniste en Allemagne, mais pour réaliser le sionisme, il faut quand même réussir à s'échapper d'Allemagne, et c'est extrêmement compliqué parce que les grandes puissances finalement se désintéressent de ces réfugiés et préfèrent à la limite prendre le prétexte que la démocratie voudrait que l'Allemagne traite mieux ses juifs pour ne pas s'occuper de vers où ces juifs peuvent aller. Quand vous parliez tout à l'heure de Ben Gourion justement et de sa vision de l'État d'Israël, est-ce que justement lui a tenu compte de ce qui était arrivé aux juifs pendant la guerre pour construire l'État d'Israël, ou est-ce que ça n'a pas été pour lui un élément? L'élément principal chez lui, c'est le constat de la catastrophe. C'est-à-dire que le potentiel démographique de l'État d'Israël se trouvait en Europe de l'Est. Il faut se rendre compte qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a 1 million de juifs polonais qui ont leur carte du mouvement sioniste dans les différents partis. Donc il y a un énorme potentiel, et c'est ce potentiel qui disparaît, et donc c'est là qu'il va se redéployer vers les pays séfarades. Et ça, c'est vraiment la conséquence qu'il en tire. Et ça accélère le fait qu'on ne peut pas compter sur les nations, ne comptons que sur nous-mêmes. Aujourd'hui, la classe politique israélienne, vous la trouvez comment, unanime vis-à-vis de l'héritage Ben Gourion, ou est-ce qu'il y a peut-être certains qui prennent leur distance vis-à-vis de lui? Encore une fois, les distances sont par rapport à son socialisme. Le fait qu'il a laissé ce syndicat à la tête duquel il était d'ailleurs au départ, pendant toute une période, prendre une importance qui fait que la vie de la moitié de la population était complètement contrôlée par le syndicat. Ça ressemblait beaucoup à l'Union soviétique de ce point de vue-là. Et là, je pense qu'il y a toute une partie de la classe politique qui ne peut pas se reconnaître là-dedans. On est quand même dans une période beaucoup plus libérale sur le plan de l'économie et des conceptions. Mais sur le fait de la grandeur de l'État d'Israël, de l'importance de l'État d'Israël, et qu'il faut aller de l'avant, on n'a pas d'autre solution, là il est certain que le message reste le même. Bon, et sur le rapport avec les Palestiniens, justement, est-ce que lui-même pensait inéluctable la création d'un État palestinien à terme ou pas?
Je pense, si vous me demandez vraiment, je pense que tout au fond de lui-même, Ben Gurion aurait voulu chasser tous les Palestiniens. Non pas parce qu'il les aimait pas, tout simplement parce qu'il pensait que c'était la meilleure solution de séparer les populations. Vous savez, à l'époque, l'idée du transfert, c'est une idée de gauche, c'est pas du tout une idée de droite. Begin comme Jabotinsky sont absolument contre. Mais lui pensait que finalement, ça serait la meilleure solution. Mais c'est tellement problématique sur le plan et politique et sur le plan humain, etc., qu'il a un peu jonglé avec ça, mais il s'est arrêté quand même à une certaine limite. Bon, et on célèbre donc les 40 ans de sa disparition selon le calendrier. C'était le 1er décembre, exactement selon le calendrier civil. Merci Alain Michel. Je rappelle que vous êtes historien. Merci d'être venu nous parler de ce personnage, évidemment, hors du commun, dont on se rappelle beaucoup aussi la silhouette, qui est bien évidemment reconnaissable. Merci beaucoup Alain Michel d'avoir été l'invité du Grand Direct. Notre soirée continue, de nouvelles infos à venir sur i24 News dans un tout petit instant avec un nouveau journal signé Sarah Gaudron. Bonne soirée.